Attention, messieurs dames, lorsque vous passez d'une foule allemande à une foule américaine, il faut se mouiller la nuque. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de NXT No Mercy 2024. Et le show va débuter avec la Chase University qui vont défendre leur titre de champion par équipe de NXT face à Axiom et Nathan Fraser, un combat qui va durer environ 17 minutes. Ma note pour ce combat est de 4,75 sur 5. La qualité de ce combat n'était pas réellement une surprise parce que les deux équipes s'étaient déjà affrontées il y a quelques semaines lors de NXT East Wave. C'était un match incroyable, et donc là, devant plus de 5-6 000 personnes, et oui, on a réussi à remplir une belle arène du côté de NXT, ça fait plaisir. Eh bien, ils nous ont livré une excellente performance, on est vraiment très proche du 5 étoiles, vraiment très proche de mon côté. J'ai adoré la performance des 4 superstars. Bien sûr, on découvre pas Axiom et Nathan Fraser qui, je le répète, actuellement est la meilleure équipe de la WWE, voire du monde, tout simplement. Et de l'autre côté, j'ai énormément apprécié le travail de Ridge Holland, qui clairement est un catcheur par équipe. C'est vraiment ce que je pense. Ridge Holland est au meilleur de sa forme, catch le mieux en équipe. Il est incroyable dans ce combat parce qu'il détonne aussi par rapport au style des autres. On va avoir des styles de voltigeurs, on va vraiment aller dans tous les sens. Lui, Ridge Holland, il est là pour fracasser, il est là pour tabasser, pour projeter ses adversaires, pour les détruire, les concasser. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait lors de ce match. Vraiment, il se sert de Axiom et de Fraser comme des petits enfants, il les balance n'importe où, c'est assez satisfaisant. André Chase, comme d'habitude, sort le grand jeu, je le trouve vraiment excellent et un peu sous-coté, je trouve, du côté de NXT. J'adore la fin de combat avec ce suspense, on va jouer avec des mauvaises communications du côté de Axiom et Nathan Fraser, on va avoir une énorme powerbomb enchaînée avec un backstabber, on pense que c'est la fin, on pense que André Chase et Ridge Holland vont l'emporter, et bien non, ça fait simplement 2,99, et puis Axiom et Nathan Fraser vont reprendre le dessus et remporter ce combat, et donc devenir les champions par équipe, ou plutôt le redevenir. Petite surprise quand même, cela fait 25 jours, quelque chose comme ça, que la Chase University était championne. Eh bien, on change déjà, et surtout on retiendra l'après-match avec un Ridge Holland qui repasse du côté obscur de la force en s'en prenant à la Chase University. Il va détruire tout le monde, il va même porter une énorme prise sur la table des commentateurs. On se demandait à quel moment Ridge Holland allait repasser de ce côté-là, à quel moment Ridge Holland allait craquer et finalement montrer que ces démons qu'il avait combattus eh bien, sont toujours présents. Eh bien, c'est le cas maintenant. Choix très surprenant de le faire maintenant alors que justement ça fonctionnait très bien en équipe. On va voir où ça mène. Je suis pas hyper convaincu pour l'instant, donc je vais attendre de voir. Zachary Wentz fait face à Wesley, un combat qui va durer environ 13 minutes. Ma note pour ce combat est de 4 sur 5. Assez sympa de voir que Zachary Wentz, qui vient de devenir champion du côté de la TNA, va pouvoir rapporter son titre pendant son entrée. C'est plutôt très cool et très stylé. C'est un match assez complexe à analyser parce que pour être totalement franc avec vous, j'ai détesté le début de match. Et d'ailleurs, le public est pas hyper investi au tout début, ça va venir petit à petit et c'est parce que l'intensité du début, elle est pas là. Et on parle d'une guerre, on parle de deux hommes qui se détestent, d'une trahison entre deux anciens meilleurs amis. Et là, le début de match, on a deux gymnastes qui s'esquivent, qui font des feintes, qui font des voltiges, des cabrioles, si vous voulez. Mais c'est pas ça ce que j'attendais, en tout cas pour le début de match. Après, c'est leur style de catch. Ils catchent de cette manière-là, les deux ont un catch assez similaire, ça voltige, c'est technique, on vend pas énormément, d'accord. Mais pour un début de match, franchement, c'était très mal vu. Encore une fois, on parle d'une trahison. J'ai pas envie de voir un début de match avec simplement des triples saltos arrière. Moi, ça m'a vraiment déplu. Et d'ailleurs, en termes de programmation, je suis pas sûr que c'était une bonne idée de le mettre en deuxième, sachant qu'on avait déjà eu un match spectaculaire dans le premier match. C'est le cas aussi dans le deuxième match d'un point de vue athlétique. Dans une moindre mesure, ça va être le cas aussi lors du troisième match, mais on en reparlera. Pour moi, il y a un petit problème en termes de programmation et de cartes. Passé ces premières minutes, je prends quand même du plaisir, parce que les deux se donnent, les deux, comme je l'ai dit, ont un style assez similaire, et arrivent à se contrer, arrivent à créer de la magie sur le ring et à emporter le public avec eux. On retiendra que la table s'est malheureusement cassée toute seule pour eux, sans doute dû au choc de la prise de Ridge Holland plus tôt dans la soirée, ce qui fait qu'ils vont devoir improviser et Wesley va devoir se jeter sur un Zachary Wentz qui est au sol et non pas sur la table des commentateurs. La chute doit faire vraiment très mal, mais l'improvisation était vraiment bonne.
La fin de match, eh bien, elle est totalement contraire au début de match, c'est-à-dire que Wesley en a rien à faire de gagner le match ou non et veut simplement blesser, faire mal à Zachary Wentz, va sortir une chaise, va vouloir s'en prendre à lui, mais Trey Miguel, le membre des Rascals, l'ami de Zachary Wentz, va l'en empêcher et là Zachary Wentz va sortir un Canadian Destroyer à l'extérieur du ring sensationnel pour enchaîner avec un cutter springboard mais avec une amplitude incroyable pour remporter ce combat. Il y a vraiment eu de tout dans ce combat, c'est un combat qui peut clairement diviser. Moi je suis assez sympa parce que j'ai réussi à revenir dans le match comme le public d'ailleurs, mais clairement les premières minutes, c'est un total raté. On enchaîne avec Kelani Jordan qui défend son titre de championne nord-américaine face à Wendy Choo, un combat qui va durer environ 13 minutes. Ma note pour ce combat est de 3/5, une note vraiment très basse, on est juste au-dessus de la moyenne, et là aussi je suis plutôt très sympa. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a Kelani Jordan, et je vois que Kelani Jordan, que j'adore d'ailleurs, je pense que sur les derniers mois, elle s'est placée très haut dans ma liste des catcheuses préférées à la WWE, je trouve qu'elle fait l'effort, je trouve qu'elle est au niveau. Par contre, il n'y a pas d'alchimie avec Wendy Choo, ça fonctionne pas, tout simplement. Est-ce que c'est de la faute de Kelani Jordan ou de Wendy Choo? Personnellement, j'ai un avis là-dessus, je pense que Wendy Choo est quand même la plus limitée des deux et donc j'imagine que c'est un peu plus de sa faute et surtout, le personnage de Wendy Choo, ça fonctionne pas réellement. Le public ne va réellement pas trop réagir à ce combat, c'est le match où il y a le moins d'ambiance dans la soirée, on pouvait s'y attendre forcément. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que ça ne fait que 13 minutes et au moins on ne fait pas durer les choses, mais c'est très compliqué de ressortir des bonnes choses de ce combat. Jordan se donne, enchaîne les prises à l'extérieur, les voltiges à droite à gauche, elle essaye, mais ça ne suffit pas pour investir le public et pour m'investir aussi. Il y a un vrai botch dans le coin du ring où Wendy Choo doit projeter Kelani Jordan, ça ne fonctionne pas réellement, c'est très moche à voir. Puis la fin de match, pour le coup, est plutôt cool, j'ai eu très peur de la défaite de Kelani Jordan qui allait s'endormir à la manière de Randy Orton ce samedi. Eh bien non, elle arrive à se réveiller, à se relever et elle va porter 450 splash, moonsault et remporter ce combat. Bref, va falloir trouver d'autres adversaires pour Kelani Jordan et ça ne manque pas d'adversaires dans cette division féminine, donc je me fais pas de soucis. Ce qui est sûr, c'est que le test est raté pour Wendy Choo. Wendy Choo va d'ailleurs se faire attaquer par Tatum Paxley dans la foulée. Vraiment pas grand chose à faire. Obafemi défend son titre de champion nord-américain face à Tony D'Angelo, un combat qui là aussi va tourner autour des 13 minutes. Ma note pour ce combat est de 4,5/5. C'était un combat que j'attendais et ils ne m'ont absolument pas déçu. C'est un combat qui détonne aussi par rapport aux autres combats qu'on a eu plus tôt dans la soirée, parce que là on n'a pas de voltigeurs, non, on a simplement deux big men qui s'en mettent plein la tête, qui sont costauds, qui vont se soulever. C'est d'ailleurs assez impressionnant la manière dont ils vont se soulever assez facilement des deux côtés, parce que soulever Tony D, il faut y aller, soulever Obafemi, il faut y aller, et pourtant les deux y arrivent et t'as l'impression assez facilement. C'est un match que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais qui aurait pu tourner très vite à la catastrophe. Au bout de quelques minutes, on a un Tony D'Angelo qui va se fouler la cheville, on a vraiment très peur sur la ralentie, et il y a un petit suspense, il y a un petit temps d'hésitation, et finalement tout va bien pour Tony D, et heureusement ça aurait été une vraie catastrophe. Que dire de Obafemi qui à chaque fois qu'il défend son titre, eh bien élève le niveau, il est incroyable, c'est vraiment le mot pour Obafemi, incroyable. J'aimerais tellement que Tony D soit aussi bien booké, alors peut-être pas à la manière d'un Obafemi, mais quand il sort ce genre de prestation, quand on voit qu'il est dominant, qu'il est puissant, qu'il est fort, qu'il arrive à emporter le public, parce que là le public va réellement se réveiller lors de ce match, il y a une vraie belle ambiance tout au long du combat. J'aimerais qu'un Tony D soit un peu mieux booké, parce qu'il est vraiment top dans ce match, il va faire de superbes enchaînements, il va même sortir un énorme spear à un moment donné sur Obafemi, je ne savais pas qu'il était capable d'en sortir d'aussi beau, franchement l'un des plus beaux spears de cette année. Tony D sort toutes les prises possibles pour mettre à mal Obafemi, Power Slam, chaise électrique, mais rien n'y fait, Obafemi reste debout, Obafemi ne perd pas ce combat, car Obafemi va enchaîner avec 2 powerbombs et remporter ce match. Bravo messieurs, c'était exactement ce que j'attendais, un combat qui aurait pu durer 4-5 minutes en plus, ça ne m'aurait absolument pas dérangé. Roxanne Perez défend son titre de championne NXT face à Jada Parker dans un combat qui va durer environ 14 minutes. Ma note pour ce match est de 4,75/5. Là aussi, on est très proche de la perfection et quelle performance de la part de Jada Parker.
Clairement, c'est un match qui va faire d'elle une star. Clairement, c'est un match qui va faire du bien à sa carrière, qui va la propulser à un autre niveau, parce qu'on le sait, à NXT, on a vu le travail qu'elle a fait Jada Parker sur les derniers mois, sur les dernières semaines. On a vu l'amélioration. Le charisme, il était présent depuis le début. On voit qu'au micro, elle est à l'aise. Mais maintenant, dans un gros PLE, NXT, 6-7 000 personnes, face à Roxanne Perez, la grande championne, il faut prouver, il faut passer ce test. Et il l'a passé à merveille. Tout a été parfait dans ce qu'a fait Jada Parker, qui va devoir vendre pendant tout le match au niveau des abdos, et elle va le faire parfaitement. Je n'ai rien à dire sur Jada Parker sur ce combat, et ça c'est ultra positif. Quand tu arrives à son jeune âge, ça fait quand même très peu de temps qu'elle fait du catch, à sortir ce type de performance en PLE devant autant de monde pour ces jeunes superstars là, c'est très fort et très rassurant pour la suite. J'ai beaucoup aimé son travail de selling et aussi son travail d'expression faciale. Il y a plein de moments où elle est en difficulté, on le ressent sur son visage, il y a des moments où elle va revenir dans le match avec une espèce de rage, de confiance en elle, et là aussi, on le voit bien dans ses expressions faciales, j'ai adoré. Et que dire de la championne? Que dire de possiblement la meilleure, la plus grande championne NXT de l'histoire? Oui, j'ose dire les termes, je pense que Roxanne Perez doit être dans la discussion, mais pas simplement pour NXT, juste pour un titre de championne féminine à la WWE, on a quand même rarement vu un règne pareil de la part d'une championne Raw, SmackDown, NXT. Franchement, à 22 ans, ce qu'elle est capable de faire encore sur ce combat, il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'elle a fait. Il y a vraiment une superbe ambiance tout au long du match, et Roxanne Perez va jouer avec le public, elle va les narguer, elle va les charguer, elle va les taquiner, et c'est ce qu'on demande à une championne heel, c'est d'être agaçante, c'est d'être arrogante, et Perez sait absolument le faire. Roxanne Perez qui est toujours très douée dans ses débuts de match, je crois que c'est ce que j'aime le plus dans les matchs de Roxanne Perez. Les débuts de match, ça peut être ennuyant pour beaucoup, mais avec Roxanne Perez, je ne m'ennuie jamais, parce que dans le petit jeu technique, dans les petites prises de début de combat, elle est incroyable, elle est précise, tout est au millimètre près, et c'est une énorme qualité. Tout va se jouer finalement à l'extérieur du ring, alors que Jada Parker a réussi à porter son finish, ce fameux coup de hanche. Perez, elle, a réussi à quitter le ring, et justement, Parker veut à nouveau porter ce coup, mais va se heurter à la barricade. Roxanne Perez va ensuite en profiter pour porter son Pop Rocks sur cette barricade, puis sur le ring pour conserver son titre. Ouais, on est très proche de la perfection, et puis ce qui va s'en suivre, c'est pas mal non plus. Parce que, enfin, Giulia va faire ses débuts du côté de NXT, ça fait des mois et des mois qu'on en parle, elle a terminé tout ce qu'elle avait à finir du côté du Japon, et elle est maintenant aux États-Unis à NXT, pour le plus grand bonheur de tous. Quel charisme, quelle prestance. C'est triste, hein, le charisme et la prestance, certains en ont et certains en ont pas. Et clairement Giulia, elle fait partie de ceux qui en ont énormément. Elle fait juste son entrée, mais l'aura qu'elle a, c'est quand même quelque chose. On a juste très hâte maintenant d'avoir cette histoire entre les deux et d'être déjà au prochain NXT pour voir ce que Giulia va faire. Et dans le main event, Ethan Page défend son titre de champion NXT face à Joe Hendry avec Trick Williams en tant qu'arbitre spécial. Un combat qui va durer une quinzaine de minutes. Ma note pour ce match est de 4,5 sur 5. Il y a eu énormément de débats et de discussions avant ce gros show NXT concernant le main event. On s'en doutait que ça allait être Ethan Page face à Joe Hendry, et en ce moment sur les réseaux, il y a une certaine haine envers Joe Hendry qui surgit de nulle part, mais en même temps, on parle de Twitter. Je rappelle que Twitter permet aujourd'hui de rémunérer les tweets. Si vous faites beaucoup de vues, vous allez être rémunéré. Donc évidemment, aujourd'hui, tu peux tweeter n'importe quoi et être rémunéré. Donc l'avis Twitter aujourd'hui, il n'est pas hyper important. Toute la question, c'était de savoir si ce match méritait d'être en main event ou non par rapport à l'apparition de Giulia. Eh bien, c'est le public qui a donné sa réponse. Le public a été vraiment excellent pour Roxanne Perez face à Jada Parker avec l'arrivée de Giulia, et le public a été excellent pour ce main event. Donc, peu importe que ce soit Roxanne Perez ou Jada Parker ou ce main event masculin, peu importe, le public a adoré les deux combats, donc mettre ce combat masculin en main event n'était pas une erreur, c'est le public qui a toujours raison. Bref, pour en revenir à ce combat, ça va être du pur divertissement, mais pas que. Parce que oui, on parle de Joe Hendry, du divertissement, du fait qu'il me fasse énormément rire. Je suis désolé, mais à chaque fois qu'il se retourne, je vois sa tête, je vois son sourire, je suis obligé d'avoir un sourire. Je suis obligé. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Mais Joe Hendry, ça reste un bon catcheur. Il a des vraies bases de lutte et ça se ressent. Il arrive à trimballer clairement Ethan Page dans ce combat, qui ne fait pas grand chose pour le coup. Ethan Page, il est agaçant, c'est tout ce qu'on lui demande d'être.
d'être, et c'est clairement Joe Hendry qui va briller, et surtout la relation Trick Williams en tant qu'arbitre spécial avec Ethan Page, c'est ce qui va jouer un rôle sur le combat, parce que Trick Williams est un arbitre spécial qui va agir normalement, mais bien sûr, on sait qu'à un moment donné, eh bien ça va partir en cacahuète. Et clairement, ce match a la meilleure ambiance du show, du début du match jusqu'à la fin, c'est vraiment très chaud dans le public, et moi devant mon écran aussi, parce qu'on a envie d'y croire. On a envie d'y croire à Joe Hendry, catcheur de la TNA, qui remporterait un titre du côté de NXT, de la WWE. Ça paraît déjà totalement fou de voir un catcheur TNA en main event d'un PLE NXT, mais en plus, s'il remportait ce titre, ce serait complètement dingue. Comme je le disais, ça va se jouer avec des attaques sur Trick Williams, on ne va pas avoir d'arbitre, du coup, ça va être un chaos général, un autre arbitre va arriver, va faire un tombé, mais ça ne va pas faire 3. Finalement, Ethan Page profite de ce chaos pour porter son finish sur Joe Hendry. On pense que ça va faire 3, mais Trick Williams intervient à ce moment-là et bloque, stop le contre de l'arbitre. Trick Williams va être en discussion avec cet arbitre et dans le dos, bien sûr, Ethan Page va nous faire du Ethan Page, coup dans les parties de Joe Hendry. Trick Williams n'a rien vu, Ethan Page peut enchaîner et remporter ce combat. C'était vraiment de l'overbooking sur les 5 dernières minutes, un peu tout et n'importe quoi, mais ça faisait sens avec l'histoire, ça faisait sens avec le fait d'avoir mis Trick Williams en tant qu'arbitre, et par rapport au divertissement global de ce main event, ça m'a absolument pas gêné. J'ai été vraiment convaincu par ce main event, convaincu par la performance des deux catcheurs. Bilan de ce NXT No Mercy 2024, de mon côté on sera sur un 8,5 sur 10. Comme je l'ai dit, il y a quand même des gros points faibles selon moi. Le début de match de Wesley, évidemment le match de Kalani Jordan qui est clairement le moins bon match de la soirée et un moment assez dur à passer pour certains, je peux le comprendre. J'en ai pas parlé mais le show s'est réellement terminé avec une attaque de Pete Dunne sur Trick Williams. C'était un peu random la manière de terminer ce show, donc j'avoue que j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais il faut quand même noter les très bons matchs qu'on a eu. Le main event, Roxanne Perez, Jada Parker, évidemment le match de la Chase University. On a été encore une fois gâtés pour ce NXT, et ça il faut quand même le rappeler, avec bien sûr l'arrivée de Julia du côté de NXT, qui va changer énormément de choses dans cette division féminine, et je pense que là la hype pour NXT est vraiment très grande, et c'est tant mieux. On sait que NXT va changer de chaîne dans le mois prochain, et on peut espérer des surprises, on peut espérer des nouveautés. On sait que CM Punk et Randy Orton vont apparaître justement sur cette nouvelle chaîne pour les premiers shows, donc on peut s'attendre à du très lourd pour NXT dans les prochaines semaines. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, vraiment c'est très important pour le référencement, à commenter, ça aussi, ça l'est. Nous on se retrouve dès demain pour mon récap de Raw. Salut